Bonjour! Vous vous en souvenez sans doute si vous avez écouté les derniers épisodes du podcast. J'ai le grand plaisir actuellement d'être soutenue par Domestika. Domestika, c'est une plateforme de cours en ligne sur laquelle on retrouve notamment des cours d'aquarelle, de peinture acrylique, de gouache, mais aussi de création digitale sur Procreate ou Photoshop. Et il y a aussi toute une partie autour des arts du fil, avec des cours de broderie, de tissage, de crochet, de punch needle, ou de tapisserie avec des matériaux recyclés. Il y a même des cours de menuiserie. Sur Domestika, on va plus loin que des tutos ou des masterclass, car c'est un cours très complet à chaque fois, dans lequel on va pouvoir s'approprier la technique pour réaliser le projet final du cours. Et on peut également échanger de manière privilégiée avec le formateur ou avec l'artiste en question. Domestika propose également un abonnement qui s'appelle Domestika Plus, qui donne accès à un cours par mois à un tarif avantageux, avec des réductions et des avantages exclusifs sur d'autres cours. Donc ça semble parfait pour se mettre dans une vraie dynamique d'apprentissage continu, ou simplement quand vous n'arrivez pas à choisir un seul cours. De mon côté, j'avais choisi de tester un cours autour du papier découpé. Alors je l'ai pas encore terminé, mais j'ai trouvé ça jusqu'à présent bien organisé, tout est découpé en unités, avec des vidéos courtes à chaque fois, et à la fin des activités à compléter, et des ressources web pour aller plus loin. Sur ce cours, j'ai même des feuilles d'entraînement au format PDF à imprimer, et on peut même regarder ce qu'ont réalisé les personnes qui ont suivi le cours. Donc c'est très complet, et si vous aussi vous souhaitez vous lancer, Domestika vous offre une réduction de 10% sur votre prochain cours, avec le code FEMIN10-2022, et ce code vous le retrouverez dans les notes de l'épisode ou sur mon site podcastfemin.fr. Allez, place à l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femin, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore créer, et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux. Découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Aujourd'hui, on retrouve Sarah qui a cofondé la marque Célène Provence en 2020. Célène Provence est une boutique en ligne de mode éthique qui vend les créations d'une 50aine d'entrepreneuses. Elle nous raconte comment elle l'a créée initialement et comment elle la développe aujourd'hui. Et à côté de ce travail, Sarah est engagée dans de nombreuses actions, notamment autour de l'entrepreneuriat féminin. Elle prône un marketing humain centré autour de valeurs fortes, tout ce que j'aime. J'ai trouvé que cette conversation était passionnante, j'espère qu'elle vous plaira également. Bonne écoute! Bonjour Sarah, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fémin, bienvenue! Merci pour l'invitation Mélanie. On s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est parlé, c'était en cadre de Makerist. Ça remonte à un an à peu près. J'ai l'impression que c'était il y a super longtemps, mais non, ça doit être il y a un an. Oui, à peu près. Non, à peu près. Et c'était à l'occasion finalement du premier sponsoring que j'ai eu au niveau du podcast Fémin. Et pour la petite anecdote, c'est quand j'étais en train de monter l'épisode avec Zach, donc Zach Ali, c'était l'épisode 50. Et je savais qu'après j'avais Valentine de Happy as a Bee. Et je me suis dit, mais 2 ambassadeurs makeristes l'un à la suite de l'autre, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, voilà, j'ai sollicité Makerist, je me souviens, c'était un week-end, et puis donc, vous m'avez répondu dans les jours qui ont suivi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à échanger, et puis que Makerist a été le premier sponsor, en plus, du podcast. Donc déjà, merci. Parce qu'à l'époque, tu travaillais pour Makerist. Alors, avant peut-être de nous raconter un peu cette partie-là et de savoir un petit peu d'où tu viens, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Du coup, c'est rigolo d'échanger aujourd'hui alors qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant, comme tu le disais. Donc moi, je m'appelle Sarah, j'habite à Aix-en-Provence depuis quelques mois. Et avant ça, j'ai fait des études dans le marketing. J'ai travaillé à Berlin pendant 5 ans, donc notamment chez Makerist. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, à un moment, j'ai eu envie d'entreprendre et de monter mon entreprise. Donc, je suis rentrée en France. Et j'ai monté Célène Provence en 2020. Donc, Célène Provence, c'est une boutique en ligne de mode éthique. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Et puis, à côté, j'aime beaucoup transmettre. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat, échanger avec des entrepreneurs. Donc voilà, j'essaye de faire des activités assez variées. Oui, et des entrepreneurs avec un E. RES, quoi. Donc, plutôt féminine, c'est ça. Tu es assez engagée aussi dans l'entrepreneuriat féminin, tu vas nous raconter. Ouais, exactement, c'est ça. Du coup, chez Célène Provence, c'est vrai qu'on a vraiment les deux aspects.
Déjà, on promeut vraiment la mode éco-responsable. Donc, on va surtout en parler sur l'aspect féminin, parce qu'on travaille avec des créatrices qui créent tout elles-mêmes et qui fabriquent à la commande. Mais donc, voilà, d'avoir vraiment cet aspect respect de l'environnement et de créer dans des bonnes conditions, c'était important pour nous. Et évidemment aussi, comme tu le disais, la partie entrepreneuriat féminin. Donc, en fait, en échangeant avec des créatrices de mode éthiques, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes, que beaucoup manquaient aussi de visibilité. Et on s'est dit, bon, bah voilà, c'est aussi notre objectif, c'est de les mettre en avant, de les valoriser. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, ce double engagement sur la mode éthique et l'entrepreneuriat féminin. Donc, toi, tu as démarré ta carrière en travaillant dans le marketing. Tu avais déjà eu d'autres activités salariées avant Makerist? C'est ça, du coup, c'est vrai que à la fin de mes études, pendant que j'écrivais mon mémoire, je suis partie à Berlin, qui était une ville qui m'attirait beaucoup pour le côté voilà, international. C'est très dynamique comme ville. Il y a beaucoup de jeunes entreprises aussi, beaucoup de startups. Et depuis mes études, je me suis toujours dit que je voulais travailler dans des petites entreprises pour voilà, avoir plus de responsabilités, plus de projets variés et me sentir aussi plus utile. Donc voilà, c'était un peu ma vision des choses. Donc, j'ai travaillé dans d'autres entreprises. Voilà. J'ai travaillé dans d'autres entreprises avant Makerist. Makerist, ça a vraiment été là où je suis restée le plus longtemps, puisque je suis restée quasiment 5 ans. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses chez Makerist. J'ai notamment été responsable du marketing pour la France et l'Angleterre, puisque Makerist est une entreprise allemande, donc j'étais responsable des marchés internationaux. Et puis voilà, ça faisait longtemps que ça trottait dans ma tête, j'avais envie d'entreprendre. Donc au début, j'ai réussi à jongler entre les deux. J'ai quand même quitté mon CDI pour travailler en freelance pour Makerist parce que c'était trop compliqué niveau timing de gérer et mon lancement d'entreprise et mon CDI. Mais je vais vraiment continuer. Donc, c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'on avait travaillé avec Zach et Valentine, avec le lancement du programme ambassadeur à ce moment-là. Et je continuais, voilà, et je créais mon entreprise de mon côté. Et puis là, depuis la rentrée 2021, depuis septembre 2021, je suis à plein temps sur la gestion de Célène Provence, donc mon entreprise, avec quelques missions freelance à côté, mais qui me prennent peu de temps. Notamment, aujourd'hui, je fais du mentoring d'entrepreneurs. Donc, j'accompagne les entrepreneurs dans le lancement de leurs projets. Ça me plaît beaucoup. Mais voilà, avec Live Mentor. Exactement, avec Live Mentor, ouais, tout à fait. Ça, j'ai commencé très récemment, là, en 2022. Et pareil, en fait, je me sens utile, comme je te disais, le fait de travailler dans des petites structures ou d'accompagner des personnes à monter leur entreprise, ça me parle vraiment. Et puis, c'est en lien aussi avec ce qu'on essaye de transmettre chez Célène Provence. Oui, parce qu'avant de parler un peu plus de Célène Provence, j'ai vu aussi que tu étais intervenue auprès d'étudiants dans un cadre particulier de celui de la fresque du climat, c'est ça? Oui, exactement. Du coup, je suis encore vraiment proche de mon ancienne école de commerce, du coup, qui est l'ISF, une école à Lille. Et ils cherchaient des bénévoles pour animer la fresque du climat, donc qui sont à la base, c'est une association qui organise des ateliers sur l'écologie, l'environnement et notre prise de conscience aussi des impacts environnementaux. Et du coup, maintenant, ils ont envie, dans l'ancienne école de commerce, justement, de présenter ces ateliers à tous les étudiants de première année. Ils cherchaient des bénévoles pour animer ces fresques. Et moi, ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit, allez, je me lance. Donc, j'ai fait une formation pour être animatrice de ces fresques. Puis, j'ai animé, du coup, des fresques là au mois de mars, donc assez récemment. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui me plaisait aussi pas mal. J'étais un peu stressée parce que je pense, comme beaucoup de personnes, je ne me sens pas du tout experte sur le sujet de l'écologie et de l'environnement. Je fais des choses à mon échelle, mais voilà, c'est difficile. Et au final, j'ai appris énormément de choses. Donc, c'était vraiment chouette. Toi, tu as appris des choses en te formant pour devenir animatrice. Et puis aussi, Exactement. pendant les sessions que tu as animées, tu as aussi peut-être appris des choses des participants. Ouais, exactement, c'est ça, c'est tout à fait l'esprit de partage en fait de ce genre d'atelier. Et c'est vrai, je ne sais pas où j'en serai dans 10 ans ou dans 15 ans, mais j'aime beaucoup le côté transmission. Donc là, que ce soit dans le cadre de la fresque du climat ou dans le cadre de mentoring d'entrepreneurs chez Live Mentor, ou aussi avec des créatrices partenaires avec lesquelles on travaille chez Célène Provence, puisqu'aujourd'hui, on a 50 créatrices partenaires françaises. Donc toutes sont entrepreneuses, toutes ont monté leur entreprise dans la mode éthique. Et en fait, échanger avec elle et partager sur l'entrepreneuriat, j'adore. Ouais, c'est chouette. Ça te fait rencontrer en fait plein de gens finalement. Souvent, les personnes ont un peu peur d'être seules finalement quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et là, c'est super chouette parce que du coup, tu peux faire plein de rencontres via cette dimension-là, cette approche-là. Ouais, c'est exactement ça. À titre personnel, voilà, en tant qu'entrepreneuse, je ne me sens pas seule. Mais après, c'est aussi parce que, voilà, comme je suis en lien avec beaucoup d'acteurs du marketing, tu vois, là, on fait ce podcast ensemble. J'en ai fait un autre aussi récemment. Donc, j'ai l'impression d'avoir souvent des échanges. Et puis avec toutes les créatrices aussi avec lesquelles on échange. Mais je pense que c'est super important parce que tu as raison quand tu entreprends. Je pense que c'est le cas aussi quand tu échanges avec des personnes dans le milieu de la couture, du féminin, etc. On se sent seul au début, même après.
Et du coup, d'avoir des personnes avec lesquelles échanger, même si on n'a pas le même métier exactement, même si on n'a pas voilà, les mêmes projets au quotidien, d'échanger, c'est vraiment rassurant et ça nous fait grandir. Donc, c'est hyper important, je pense. Et donc, en plus, là, pour le coup, tu n'es pas effectivement toute seule dans ton entreprise Célène Provence. Tu as co-créé l'entreprise avec Cécile, ton associée. Exactement. Donc, c'est ça. Avec Cécile, on s'est rencontrés pendant nos études, donc au début de notre école de commerce. Et on est restés très amis. C'était ma témoin de mariage en 2020. Enfin, voilà, on est très, très proches. Et justement, en 2020, pendant le premier confinement, on s'appelait régulièrement et on parlait de nos projets, de nos envies. Je pense que c'est une période où beaucoup de personnes se remettaient un petit peu en question professionnellement aussi. Et on a commencé à échanger sur l'envie d'entreprendre. Donc, c'est d'abord venu de Cécile qui avait une idée, qui m'a dit qu'elle aimerait bien se lancer. Elle n'osait pas forcément le faire toute seule. Et voilà, c'était pas forcément un appel qu'elle me faisait, mais je l'ai un peu pris comme ça parce que du coup, je me suis dit, bon, bah, faisons-le ensemble. Donc, je me suis un peu imposée dans le projet. Mais voilà, du coup, on a créé Célène Provence à la suite de cet appel. Et donc, c'est vraiment né de notre relation amicale. Donc, on a travaillé ensemble depuis le printemps 2020. On a lancé notre site internet en novembre 2020, donc quelques mois après. Et là, Cécile est en train de se consacrer à son boulot à côté. Donc voilà, elle ne va pas rester chez Célène Provence, mais parce que c'est très compliqué. Ça, c'est aussi quelque chose quand tu es entrepreneur, de ne pas forcément avoir un rythme, de ne pas forcément pouvoir te rémunérer, de ne pas forcément voir sur le long terme. Donc, c'est des difficultés. Mais en tout cas, voilà, donc on ne va plus être associés, mais pour des raisons qui sont plutôt externes, on va dire, enfin, en tout cas, qui ne sont pas liées à notre relation parce que ça s'est super bien passé et je le recommande vraiment à tout le monde, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat à plusieurs, si possible. Et parce que pour déjà, c'est intéressant de confronter des points de vue, d'échanger, et si possible avec des gens qu'on connaît. Et Célène Provence, du coup, ça reste un projet un peu amical / familial, dans le sens où, du coup, mon mari, Cédric, nous a rejoint sur le projet très récemment. Et donc, du coup, voilà, je vais continuer de toute façon Célène Provence avec lui. Voilà. Bon, alors, tu sais, souvent, déjà, il y a la question effectivement du mari, est-ce qu'il faut entreprendre et travailler avec son mari, qui est déjà toujours un peu un sujet. Et puis, il y a évidemment la question des amis aussi. C'est pas, est-ce qu'il faut travailler, s'associer avec des amis. Là, toi, tu coches les deux. C'est ça. Et finalement, bah, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Non, ça ne m'a pas posé de problème. Je pense que l'avantage vraiment énorme, Cécile, je la connais depuis 10 ans, mon mari depuis 9 ans maintenant. On se connaît très bien et on connaît nos forces et nos faiblesses. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, de très émotif. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je pense que ça, c'est une force, de connaître justement l'autre très bien. De savoir aussi quelles sont nos forces, nos compétences, on va dire, professionnelles. Donc moi, j'ai la chance d'être très compatible, on va dire, que ce soit avec Cécile ou avec Cédric, donc d'avoir des compétences différentes des leurs, mais du coup, super pour une entreprise. Après, c'est sûr qu'il faut faire attention, je pense, si jamais certaines personnes nous écoutent et veulent entreprendre avec des proches, faire attention à ce que ça n'empiète pas non plus sur justement les relations amicales ou amoureuses. Moi, j'ai de la chance, pour l'instant, c'est pas du tout le cas, et par exemple, on arrive vraiment à prendre des moments où on ne parle pas du tout de l'entreprise et on se consacre à notre relation personnelle. Mais voilà, juste faire attention à ce que ça n'empiète pas sur le quotidien non plus. Oui. Bon, puis vous avez un nouveau projet ensemble. Oui, exactement. Donc, du coup, c'est vrai qu'on va devenir parents cet été. Donc ça, j'avoue que je ne sais pas encore comment ça va se passer parce que je ne sais pas si tu as eu des entrepreneurs qui allaient devenir parents. Mais voilà, nous, c'est notre premier enfant. Donc forcément, on ne sait pas encore comment ça va être. Mais on est confiant, on est serein. Voilà, en plus, notre bébé va naître en août. Donc on se dit, c'est pas un moment très intense niveau boulot, entre guillemets, puisqu'il y a beaucoup de gens en vacances dans tous les cas. Donc, ce sera un bon moment pour faire un break. Et puis après, on a de la chance de pouvoir travailler de chez nous à notre rythme. C'est aussi une force quand on est entrepreneur. Donc, ça vient au bon moment. C'est parfait. Bon, tu vois, non, justement, je crois que j'ai jamais encore eu vraiment exactement ce cas de figure, mais avec la question de avec qui je m'associe, il y a aussi souvent effectivement la question de à quel moment, quand on est une femme, on peut aussi caser un bébé quelque part dans ce parcours-là si on n'a pas déjà, si on a entrepris plus tard. Enfin, bref, t'as compris. Oui. Voilà, par rapport à voilà, où on en est de notre vie de femme, vie de couple par rapport à l'entreprise. Donc, déjà, je trouve ça super chouette, effectivement. Tu sais, des fois, on peut se mettre un peu aussi des barrières ou en se disant, bah, c'est pas le bon moment.
en fait, on ne sait pas s'il y a un bon moment ou pas dans la vie pour faire des choses, c'est compliqué. Et il n'y a que le après, il n'y a que quelques mois après ou quelques années après, vraiment, où on peut dire, bon, bah, c'était une bonne idée ou c'était peut-être pas le meilleur moment. Mais finalement, je crois qu'il faut surtout s'écouter et puis faire comme on le sent. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, je pense qu'aussi dans ton podcast, tu as pas mal de femmes. Ouais. Moi, chez Céline Provence, du coup, là, on a 50 créatrices partenaires. Donc, comme je te disais, elles sont toutes entrepreneuses. Elles travaillent toutes quasiment seules. Certaines ont des associés, certaines ont commencé à recruter ou travaillent en partenariat avec des ateliers, par exemple. Mais je pense que beaucoup se posent la question. Alors là, sur 50, je sais, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais je sais qu'il y en a deux. Je pense pas qu'elle l'ait déjà annoncé, donc je ne vais pas les citer, mais deux personnes, enfin deux créatrices qui sont aussi enceintes. Et du coup, j'en ai parlé avec elles pour savoir comment elles allaient faire. Quand tu travailles toute seule, est-ce que du coup, tu mets en pause ton entreprise? Est-ce que quelqu'un peut reprendre un petit peu ton projet en attendant? Moi, j'ai la chance, Cédric pourra continuer, même s'il sera papa, donc il devra aussi s'occuper de notre enfant, mais il pourra continuer. On a une alternante aussi qui est avec nous jusqu'au mois de septembre. Donc voilà, je sais que ça va très bien se passer et je me fais confiance. Je fais confiance aussi à, voilà, à nos clientes, à notre cercle. On ne va pas arrêter l'entreprise du jour au lendemain. On va juste ralentir le rythme, mais je pense que ça ne se verra pas tant que ça d'un point de vue externe. Et je suis d'accord avec toi. Et au final, je pense que jusqu'à assez récemment, on faisait vraiment une distinction entre la vie professionnelle et personnelle. Je ne sais pas si c'est depuis justement 2020, les confinements, le fait qu'on travaille plus en télétravail peut-être. J'ai l'impression que voilà, maintenant le travail, ça s'insère dans notre vie personnelle, mais que voilà, qu'on peut jongler avec les deux, c'est important d'ailleurs. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir choisir mon rythme, d'être flexible. C'est bête, mais voilà, en ce moment, de pouvoir prendre mes rendez-vous médicaux en pleine journée sans avoir besoin de prévenir ma responsable. Et je me dis, mais je ne sais pas comment font les femmes ou les hommes d'ailleurs dans des entreprises encore un peu rigides qui mettent beaucoup de barrières, qui voilà. Donc pour moi, c'est important et j'espère qu'à l'avenir, dans des jeunes entreprises ou même des plus grandes, il y aura plus de flexibilité pour gérer sa vie privée, sa vie familiale, parce qu'au final, les deux sont liés. Je pense qu'on ne peut pas être efficace au travail si on a des contraintes à la maison. Donc voilà. Ouais, tu as carrément raison. Alors, moi, il y a un podcast que j'adore sur ces questions-là, c'est Les équilibristes, avec Sandra Fiodo, que j'ai déjà reçu dans le podcast. C'est l'épisode 57, quelque chose comme ça, autour de 56-57. Et c'est exactement ce que tu dis, en fait. On a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a cette porosité qui est de moins en moins importante entre les deux univers. Et comme tu dis, en fait, il y a, justement, Sandra, elle dit souvent, il n'y a pas la vie privée et la vie professionnelle, il y a la vie, c'est tout. Voilà. Et en fait, tu vois, comme toi, alors moi, je suis pas enceinte, mais j'ai des problèmes avec mon pied depuis 1 an et demi. Et pareil, je fais beaucoup de rendez-vous médicaux, enfin, pas toutes les semaines, mais tu vois, c'est quand même régulier. Et comme toi, je me dis, mais comment j'aurais fait avant, ça aurait complexifié beaucoup. Et là, le fait d'être en télétravail, nécessairement, tu as cette souplesse de dire, bon, bah, si j'arrive à 14h30, c'est pas grave, mes collègues vont pas le voir, etc. Tu es moins gêné et en fait, tu rattrapes après. Bref, et l'essentiel, c'est que le travail soit fait. Donc, au final, alors moi, je suis dans une petite entreprise, donc voilà, je ne sais pas comment ça se passerait dans une plus grosse. Mais en tout cas, je pense effectivement que ça va dans le bon sens. J'ai l'impression. Et j'espère évidemment, tout le monde ne peut pas en profiter. Il y a encore des métiers, évidemment, où tu ne peux pas faire de télétravail. Et donc, il faut que tu sois sur place. Mais j'espère qu'on va vers un peu plus de souplesse de notre emploi du temps. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est hyper important on en parle beaucoup depuis quelques années, mais pour la santé mentale, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont stressées de se dire, du coup, je suis sur mes horaires de travail, je ne peux rien faire d'autre, donc je dois prendre tous mes rendez-vous très tôt le matin, très plus tard le soir ou le week-end, mais c'est pas simple. Et de les prendre bien plus tard, parce qu'en fait, ces rendez-vous-là, tôt le matin, tard le soir, bah, t'en as très peu en fait. Et donc, c'est ça. Typiquement, tu vois, un rendez-vous chez l'ophtalmo. Nous, à Grenoble, c'est 1 an pour avoir un rendez-vous. Bah, on te donne un rendez-vous, tu dis bah oui, je le prends. Et il est à 15h, tu dis bah oui. Tu vois, c'est donc, ça, exactement. Donc il y a ça aussi. Bon, en tout cas, effectivement, je pense que ça, c'est un vrai point pour la micro-entreprise ou le travail en indépendant. C'est quand même d'avoir cette souplesse de son emploi du temps. Parce que, alors typiquement, tu vois, je dis, je suis à l'aise pour prendre des rendez-vous à 15h. En même temps, ça m'embête quand même et ça demande une organisation supplémentaire, etc. Tu vois,
suis pas hyper zen non plus de me dire tout le temps ouais, j'ai un rendez-vous à 15h, pas de souci, vas-y. Mais en tout cas, voilà, c'est un des avantages. Il n'y a pas que des avantages à être indépendant, mais c'en est au moins un. Celui-ci de pouvoir s'organiser comme on veut. Bon. Et Oui, tout à fait. Cédric, il est à 100% sur Célène Provence ou il a encore une activité à côté? Ouais, il est à 100% sur Célène Provence. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il travaillait pas du tout dans le même secteur avant. Il n'avait jamais travaillé dans l'e-commerce, dans la mode éthique. Il n'avait jamais fait de marketing. Du coup, il se forme beaucoup. Il adore apprendre, donc ça, c'est chouette. Et il se forme sur des projets que j'ai pas le temps de faire ou que j'apprécie moins. Et c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je sais pas si toi, tu es pareil ou d'autres personnes, mais je procrastine beaucoup sur les sujets qui m'intéressent moins et Ah j'adore bah commencer ouais. par ce que j'aime faire. Donc, c'est pas super quand tu as une entreprise et que tu dois tout gérer. Donc, voilà, on est très Ouais. complémentaires là-dessus. Heureusement, il le fait pas juste parce que c'est des projets que j'aime moins, mais aussi parce qu'il aime aussi ça. Mais voilà, il s'est beaucoup mis sur la gestion de l'entreprise, sur le référencement du site et les publicités en ligne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'analyses à faire, beaucoup de techniques sur Google Analytics et plein d'autres outils. Et heureusement, parce que ça nous a bien aidé là depuis qu'il nous a rejoints depuis le début de l'année. Donc c'est super. Et puis, c'est chouette de pouvoir avancer ensemble, de prendre des décisions rapidement aussi. Je pense que c'est un autre avantage quand tu es dans une petite structure, de ne pas avoir à demander à 15 personnes avant de prendre une décision et d'agir. Donc, c'est chouette. Ouais. Et puis d'être deux, parce que du coup, tu peux confronter tes idées. Si tu es tout seul, Oui. je pense que tu peux peut-être encore plus procrastiner parce que du coup, tu dis ah oui, mais bon, quand même, tu vois, tu tournes un peu en boucle avec toi-même. Alors que quand tu es deux, bah, en fait, tu échanges et c'est comme ça que à mon sens, tu prends des décisions plus rapidement, plus facilement, sans te torturer l'esprit. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon. Écoute, c'est cool tous ces projets. Alors justement, Célène Provence, un petit peu plus en détail. Donc tu nous expliquais comment c'était né. Donc l'entreprise, c'est comme si c'était un collectif, c'est bien une entreprise. C'est ça. Voilà, comment ça fonctionne pour déjà les créatrices qui sont en place? Est-ce que vous accueillez des nouvelles créatrices? Quelles sont les valeurs qui vous animent? Est-ce que tu as une charte? Voilà, raconte-moi. Bah, écoute, tu as cité tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose. Non, concrètement, en fait, on a lancé une boutique en ligne. Donc aujourd'hui, comme je te disais, on travaille avec 50 créatrices françaises. Donc on vend leurs vêtements, accessoires. Donc on a notamment des bijoux, des cosmétiques, de la lingerie menstruelle aussi, de la maroquinerie végétale. On essaye de ne pas utiliser de cuir, par exemple. Donc voilà, donc plein de produits différents et on les vend sur notre site. Donc par le biais de notre site, ces créatrices se font connaître et on vend leurs produits. Donc ça, c'est vraiment un site, un e-shop assez classique. Ouais. Voilà, c'est ça. Avec 50 créatrices représentées, on a un peu plus de 700 produits aujourd'hui. Et oui, on cherche des nouvelles créatrices. Alors, on a de la chance parce que les premiers mois, c'était vraiment forcément à nous de démarcher des créatrices puisqu'on n'avait pas du tout de visibilité. Là, depuis septembre 2021 environ, c'est vraiment les créatrices qui nous écrivent en nous disant j'aimerais bien être sur votre site. Donc, on a fait moins de recherches, on va dire, actives depuis ce moment-là. Mais parfois, on trouve des créatrices qui ont l'air super et on échange avec elles. Donc concrètement, nous, on travaille uniquement avec des femmes, donc, comme on le disait, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui entreprennent et qui manquent de visibilité. Donc c'est vraiment l'une de nos valeurs fortes. Donc si on trouve des créatrices, donc des femmes françaises qui entreprennent dans la mode éthique, on est partante. Et en effet, comme tu disais, on a une charte éthique. Donc aujourd'hui, la charte se repose sur 3 piliers principaux. Donc déjà, l'aspect de la localisation. Donc il faut que les vêtements ou les accessoires aient été fabriqués en France ou en Europe. C'est très important. Que ce soit aussi dans des matières respectueuses de l'environnement. Donc ça, c'est le deuxième axe. Donc ça peut être soit dans du coton biologique, des matières respectueuses de l'environnement, des matières recyclées. On a aussi par exemple des créatrices qui vont chiner des tissus en brocante et ensuite qui vont coudre parfois des pièces uniques du coup avec ce qu'elles trouvent. Donc ça aussi vraiment une idée de revalorisation des tissus qui existent déjà. Donc ça, c'est important. Et le troisième pilier, du coup, outre la localisation et les matières premières, c'est vraiment le fait que tout le monde travaille dans des bonnes conditions. Oui. Donc en fait, on a vraiment une répartition, je ne saurais pas dire si c'est à peu près moitié-moitié, je dirais. On a des créatrices qui vont travailler toutes seules de chez elles avec leur machine à coudre, qui vont coudre à la commande ou fabriquer des bijoux à la commande avec voilà, juste leurs petites mains. Parfois, elles ont un métier à côté, donc c'est aussi intéressant de voir qu'elles jonglent entre deux activités. Et puis, on a d'autres créatrices avec lesquelles on travaille qui sont vraiment plus implantées, qui travaillent avec des ateliers, donc en France ou en Europe. Mais là, on veille vraiment à ce que les ateliers proposent des conditions de travail très correctes, des bons salaires, que les personnes ne travaillent pas trop dans la journée, que les ateliers soient certifiés, etc. Donc ça, c'est vraiment le troisième axe. Donc ça, c'est notre charte éthique. Et puis, évidemment, nous, ça,
c'est pas dans notre charte, mais on veille à ce que le style aussi des produits corresponde à nos envies et à notre site. On nous dit souvent que sur notre site, il y a une vraie cohérence en fait entre les produits, alors qu'on a, on a 50 créatrices, donc elles ont tout un univers à elles. Et pourtant, au final, on trouve un petit peu une trame entre tout ça. Parce que c'était important pour nous de ne pas uniquement proposer des vêtements et accessoires éthiques, éco-responsables, mais aussi vraiment des vêtements qu'on a envie de porter, qui sont jolis et qui nous plaisent. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la mode éthique a un peu mauvaise image parfois d'un point de vue style, d'un point de vue mode. On se dit, ah, j'ai pas envie de porter un t-shirt informe, blanc et juste marron blanc. foncé, voilà, c'est ça. Donc voilà, on veut un petit peu casser ce cliché aussi. C'était important pour nous. Donc voilà, et puis ensuite, quand les créatrices nous rejoignent, nous, on s'occupe de toute la partie mise en avant de leurs produits, marketing, vente. Et voilà. Et du coup, le but, c'est qu'on se développe un maximum pour leur donner de la visibilité. Oui, alors du coup, il y a un côté un peu marketplace, mais vous êtes plus qu'une marketplace parce que vous investissez dans une relation avec la créatrice finalement. C'est pas c'est exactement ça. En ligne et puis basta et on passe au prochain, quoi. C'est exactement ça. Du coup, nous, c'est vrai qu'on veut vraiment aussi leur faire gagner du temps. Donc, par exemple, c'est nous qui allons mettre en ligne les produits, qui allons vraiment, on écrit des articles de blog pour les mettre en avant, etc. Donc, on ne veut pas juste que ce soit une marketplace très globale avec plein de produits, mais au final un peu difficile à trouver. C'est aussi pour ça qu'on sélectionne les marques. Là, on en a 50 aujourd'hui, on a été en contact avec beaucoup plus de créatrices. Mais voilà, on a dû faire une sélection parce que c'est vrai qu'on ne veut pas que ça soit voilà, qu'il y ait trop de choses non plus sur notre Oui, voilà, notre c'est site. pas eBay ou Amazon, quoi. Voilà, l'idée, c'est que c'est vraiment une sélection. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Donc, tout à fait. Et après, ouais, pour nos créatrices, c'est vrai que, comme je te disais, il y a vraiment l'axe fort sur l'entrepreneuriat. Donc, on a organisé, par exemple, un apéro à Paris pour qu'elles se rencontrent, pour vraiment échanger en vrai. En plus, c'était pas facile dans les dernières années de pouvoir se voir en vrai. Ouais, et en fait, ce qui était hyper chouette, c'est qu'elles se sont toutes donné des conseils, elles sont toutes soutenues. Donc, il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Elles ne se voient pas comme des concurrentes, entre guillemets. Donc, ça, c'est chouette. Et on a envie de faire pareil aussi avec nos clientes. Donc, on avait organisé aussi un atelier sur l'entrepreneuriat, par exemple. On avait invité à la fois des créatrices partenaires de notre site et des clientes qui avaient envie d'entreprendre pour voilà, se donner des conseils et se faire grandir les unes. D'accord. Et alors, par contre, si donc moi, je suis cliente, je visite le site. Si je commande un produit d'une créatrice et un d'une autre, est-ce que j'ai donc une seule commande, un seul paiement et une seule livraison, ou est-ce que chacune, finalement, chaque créatrice est responsable de sa propre logistique, de son paiement, de son tout ça? Alors, c'est une super bonne question. Alors, du coup, nous, on voulait vraiment faire au plus simple et pour les clientes et pour les créatrices. Donc, en effet, si tu achètes, par exemple, plusieurs produits, ce qui est souvent le cas d'ailleurs sur notre site, de plusieurs créatrices, tu fais une seule commande, un seul paiement. Les frais de port sont les mêmes, peu importe les marques. Voilà, on ne voulait pas différencier pour que ce soit vraiment très simple pour les clientes. Toute la commande en ligne et voilà, une seule commande, etc. Tout est simplifié. Par contre, c'est vrai que derrière, les créatrices vont envoyer elles-mêmes leurs produits aux clientes. Donc, si tu commandes sur 3 créatrices différentes, tu vas sûrement recevoir 3 colis différents. Bon, ce qui n'est pas... Et pour l'instant, c'est pas forcément gênant, mais ce qui pour l'instant est quelque chose qu'on pourrait aussi améliorer. Après, la raison principale, en fait, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de créatrices avec lesquelles on travaille qui produisent à la commande ou alors qui ont très peu de stock. Où elles ne pourraient pas nous confier à l'avance des produits, donc on ne pourrait pas les stocker. Et pour elles, ça les bloquerait aussi parce que du coup, on ne demande pas d'exclusivité. Donc, si elles sont aussi sur leur site, voilà, pour qu'elles puissent gérer. Donc, pour l'instant, on n'a pas de souci. Après, tu reçois en fait, en tant que cliente, un mail avec les numéros de suivi de la poste, etc. Ouais. Donc, normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, d'accord. Parce qu'en plus, vous, ça vous demanderait de stocker si c'était à vous finalement de gérer la logistique, etc. Plus le travail après préparation des commandes qui peut être assez fastidieux parce que du coup, là, tu aurais tout à gérer alors que finalement, chaque créatrice a sa petite partie. Et comme tu dis, de toute façon, là, les créatrices, finalement, c'est comme si elles avaient un point de vente supplémentaire, mais sans doute que la plupart d'entre elles vendent déjà en ligne par d'autres canaux. Exactement. Pour l'instant, elles ont toutes leur site. Parce que soit au début, nous, on les a trouvées comme ça, soit même celles qui nous contactent, en général, elles ont leur site. Certaines n'ont pas leur site propre, vendent par exemple sur Etsy ou d'autres sites, mais en tout cas, voilà, ont une visibilité en ligne. Certaines vendent aussi sur d'autres sites comme le nôtre, un marketplace de mode éthique. Nous, il n'y a pas de souci, on est vraiment dans un angle de bienveillance et on a envie qu'elle se développe, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'en termes de logistique, c'est beaucoup plus simple, justement parce qu'elles ont des petites quantités aussi, qu'elles puissent garder leurs vêtements ou accessoires chez elles. Ouais. Après, le seul problème potentiel, c'est si
une vente se fait exactement au même moment ou dans dans le même mouchoir, dans la même fenêtre d'heure finalement, sur 2 sites différents. Alors là, tu as tout à fait raison, ça nous est déjà arrivé. Heureusement, entre-temps, on a trouvé une solution. Donc en fait, nous, ça c'est la partie technique, mais notre site est hébergé sur Shopify, donc c'est l'un des outils les plus utilisés en France pour les jeunes entreprises notamment. Et en fait, il y avait un outil de synchronisation des stocks qu'on a pu mettre en place parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait justement des problèmes de stock. Donc voilà, donc on a mis un outil de synchronisation. Donc là maintenant, c'est pas possible d'acheter. Quand le produit n'est plus en ligne sur leur site, il va automatiquement ne plus être en ligne non plus sur le Ah nôtre. ouais, d'accord. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok, bon, bah nickel. Mais tu as raison, c'est un problème qu'on a connu les premiers mois et qui était embêtant de devoir écrire à la cliente. Je suis désolée. En s'excusant du coup, ouais, mais ouais. c'est ça. Mais heureusement, maintenant, c'est... Ah ouais, ok. Bon, après, c'est aussi un des aléas quelque part du fait main. Bon, après, on peut aussi refaire, etc. Exactement. Quand on est dans tout ce qui est cousu, à base de tissu, on n'a pas forcément encore le tissu en stock, par contre. Ouais, mais tu vois, c'est rigolo. On a une anecdote là cette semaine. Il y avait une cliente qui avait choisi un haut sur notre site qui était une pièce unique en fait, parce que c'est notamment une des créatrices qui coud seulement avec des tissus qu'elle chine dans des brocantes. Donc là, elle avait 2 mètres de tissu ou 1,50 m de tissu, elle n'a pas pu faire qu'une pièce. Donc la cliente a acheté le vêtement il y a quelques mois maintenant, elle a posté sur Instagram et là maintenant on lui dit ah il est trop cool ton haut, où est-ce que tu l'as eu? Malheureusement, le haut n'existe pas, mais c'est aussi ça qui est chouette de bosser avec des créatrices vraiment avec lesquelles on a un super lien. On a écrit à la créatrice et elle nous a envoyé une photo d'un autre tissu qu'elle a chez elle, donc elle peut reproduire la même pièce avec l'autre tissu, qui n'est pas le même, mais du coup, voilà, la cliente est en train de répondre, de voir si ça lui convient, etc. Mais justement, c'est rigolo de pouvoir proposer des alternatives, je trouve ça chouette. Et c'est pas dans des grandes marques qu'on pouvait avoir. Exactement, tu n'aurais jamais de lien avec la créatrice directement et voilà, tu aurais juste. Enfin, c'est comme quand tu vas dans un magasin et qu'il n'y a pas ta taille, donc ok, tu passes ton chemin. Alors que là, voilà. finalement, ça s'arrête là. Là, elles ont pu avoir un premier échange et c'est aussi ça, finalement, sans doute qu'on recherche dans le fait main, c'est l'unicité. Parce que quand on va s'acheter un haut chez, je sais pas, Promode, bon, bah, potentiellement, tu fais un tour en ville, tu dis, ah, c'est marrant, ce haut-là, je l'ai déjà vu. Et voilà, tout le monde a la même chose, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bon, donc il y a eu des petits défis comme ça, des petites choses. Est-ce que dans le parcours jusqu'à présent, il y a des choses qui t'ont surprise, positivement ou négativement? Tu vois, est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, bon, ça, j'aurais pas pensé. Je t'avoue que la plus grosse surprise, alors on va commencer par le négatif. La plus grosse surprise, c'est que c'est difficile, mais pas forcément sur les aspects auxquels je pensais. Je pensais que ce serait difficile, voilà, de trouver des créatrices, que ce serait difficile de développer notre site, parce que nous, on n'est pas développeuses, et puis pourtant, on l'a fait sur Shopify, on a tout fait nous-mêmes, etc. Donc tout ça, je me disais, bon, les créatrices répondaient positivement, tout s'est bien passé, et en fait, ce qui est difficile, c'est vraiment de se faire connaître. Ça paraît basique comme ça, mais là, ça fait 1 an et demi que notre entreprise est lancée, et c'est un effort de tous les instants, et vraiment pour avoir un nouvel abonné sur Instagram, un nouveau client, se faire connaître dans un nouveau réseau. Ça prend du temps à chaque fois. Donc, ce qui est chouette, c'est que tu fais les petites victoires dès que tu as une nouveauté. Ce qui est embêtant, c'est que ça prend plus de temps que prévu. Bon, après, je pense que c'est le cas de tous les entrepreneurs. Et justement, c'est aussi pour ça que j'aime bien échanger avec des créatrices qui se lancent ou des entrepreneuses pour les rassurer. Et voilà, nous, ça fait que 1 an et demi, ça fait pas non plus 5 ans. Mais de dire c'est tout à fait normal au bout d'1 an et demi de ne pas avoir des tonnes de clients, de ne pas pouvoir encore se rémunérer, c'est aussi important de le dire. Mais c'est pas grave, parce que du coup, une fois que tu as passé cette petite barrière, tu te rends compte qu'il y a plein de choses positives. Donc, ce qui m'a surpris positivement, c'est vraiment la bienveillance. Une bienveillance que je connaissais déjà beaucoup avant dans le milieu de la couture en étant chez Makerist, parce que je trouve que tout le monde était toujours partant pour les projets, bienveillant, qu'il n'y avait pas de concurrence ou de choses négatives entre les gens. Donc, ça, c'est chouette. Et c'est pareil, en fait, dans la mode éthique, que ce soit au niveau des créatrices, comme je te disais, il n'y a pas du tout de concurrence. Elles sont toutes hyper chouettes, même les unes entre elles, donc c'est cool. Et même au niveau des clientes, en fait, on a beaucoup de messages bienveillants, de personnes qui nous soutiennent, donc ça, c'est cool. Donc voilà, ça m'a surpris aussi positivement, donc c'est super. Et est-ce qu'il y a des moments un peu de doute? Alors, tu disais, il y a la visibilité qui est quand même un sujet en soi.
Généralement, je ne connais pas spécifiquement votre marché, mais globalement, on a quand même une concurrence de plus en plus vive et une concurrence digitale de plus en plus vive. On a tous plus de sollicitations qu'avant, quel que soit en fait, tu vois, par email, sur les réseaux sociaux, etc. Tu vois, je me faisais la réflexion par exemple sur Instagram. J'ai l'impression maintenant systématiquement, dès qu'il y a une publicité entre deux contenus organiques naturels, en fait, il n'y a pas une publicité, il y en a deux, coup sur coup. Tu vois, et ça fait quelques jours, quelques semaines que je me suis fait la réflexion. Ouais. Donc, en fait, on a cette pression commerciale, publicitaire, tout ce que tu veux en plus. Il y a eu, je crois que d'ailleurs, j'ai lu que les résultats pas les résultats, mais les dépenses publicitaires sur Facebook, donc Facebook, c'est aussi Instagram, hein, c'est tout ça, avaient explosé en 2021. Et là, tu te dis donc, bon, la concurrence, les prix augmentent, la visibilité, c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi, finalement. Réussir à avoir du trafic gratuit et donc des ventes que tu ne vas pas aller acheter quelque part, tu vois, via des campagnes, etc. C'est effectivement super compliqué. Comment vous essayez de tirer un peu votre épingle du jeu là-dedans? C'est une très bonne question. Alors nous, c'est vrai qu'on est, je ne sais pas si on est naïve au début avec ceci, si on était naïve ou autre, mais on s'est dit, on veut vraiment tout faire de manière organique ou quasi organique. Donc, c'est-à-dire ne pas dépenser de budget ou peu, ou en tout cas pas sur les publicités, comme tu disais, Facebook, Instagram, Google, mais plutôt quitte à faire des projets, on préfère investir pour des créatrices de contenu, tu vois, des influenceuses, etc., que ça aille vraiment à quelqu'un de concret, on va dire. On s'est rendu compte que c'était difficile. Donc voilà, on a essayé pendant un an. On a fait quelques pubs, mais très peu. Dès qu'on avait des propositions pour des projets sponsorisés, donc où nous devions payer, on déclinait quasiment tout le temps en se disant mais non, on va y arriver, etc. C'est sûr que tu as raison, c'est difficile, surtout que forcément en 2020, 2021, avec le Covid, etc., il y a eu un boom du e-commerce. Donc, puis c'est aussi une époque, de manière générale, hors crise sanitaire, beaucoup plus de personnes qui achètent en ligne, mais aussi, du coup, comme tu le dis, beaucoup plus de concurrence dans la publicité. Et quand même, là, début 2022, on s'est un petit peu résigné, parce que je n'avais pas forcément envie qu'on le fasse, mais on s'est un peu résigné aussi avec Cédric maintenant, et on s'est dit, bon, on va tester, on met un peu de budget sur des publicités Facebook, Instagram, Google, et il faut quand même dire que ça marche bien. En termes de trafic, notre trafic a vraiment augmenté quand on est passé de l'organique au payant. Donc, même si d'un point de vue éthique, je ne suis pas toujours pour, quand tu es une jeune entreprise, c'est vrai que c'est difficile de faire sans. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc, justement, là, c'est aussi la partie de Cédric de se mettre beaucoup sur les référencements du site, sur le référencement payant, de trouver les bons mots-clés, comment on va pouvoir tirer notre épingle du jeu. Donc, c'est pas simple. Mais voilà, ça, on pense que c'est difficile d'y échapper, même si, encore une fois, nous, la première année, on n'a quasiment rien dépensé. Et c'est souvent pas forcément un conseil que je donne à des gens qui se lancent tout de suite. On peut quand même créer une entreprise et se lancer sans. On a quand même fait des ventes, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour accélérer, c'est quand même mieux. Après, nous, je pense qu'on essaye vraiment d'agir d'un point de vue aussi organique sur la transparence et sur le contenu. Donc, c'est pas simple parce que ça prend du temps. Et puis, je me dis parfois, écrire un article de blog, est-ce que ça va vraiment être utile, etc. Mais je me force de plus en plus à le faire, même si j'adore écrire. Donc, je me force pas vraiment, mais je me force à le faire d'un point de vue business, en me disant ça va prendre du temps, mais je pense que c'est aussi important de le faire. Donc, vraiment de créer du contenu qui soit utile. Et puis, comme je disais, d'être transparent. Donc, par exemple, on parlait des difficultés à entreprendre et voilà, des moments de doute. J'en parle beaucoup, même dans des articles sur notre site, etc. Et puis, c'est intéressant de voir des personnes qui nous écrivent en disant on pensait pas que qu'il y avait du doute, que ça se passait moins bien, etc. Donc, je pense que même d'un point de vue humain, c'est important de le dire. Donc, voilà, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, je pense que d'agir de manière payante, voilà, c'est quand même important. Après, de le faire progressivement, de ne pas mettre non plus trop de budget d'un coup. Et de ne pas délaisser l'organique, même si on se dit que ça ne va pas forcément nous rapporter tout de suite, mais en tout cas, ça prône des valeurs et c'est important. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Il y a le côté, effectivement, ça ne va pas forcément payer immédiatement, mais effectivement, sur le long terme, sans doute que si. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, souvent, on hésite beaucoup à montrer j'allais dire de la faiblesse. C'est pas de la faiblesse, mais des moments un peu de. Je trouve pas le terme. Ouais, de vulnérabilité. Voilà, de vulnérabilité. Ouais. Et même, tu vois, en voulant fortement être transparent, authentique, etc., il y a des moments forcément où tu te dis, ouais, mais alors c'est peut-être pas mon intérêt de dire ce truc-là.
Donc, je pense qu'il faut vraiment arriver à jongler un petit peu en disant, bon, bah, je suis hyper transparent. Et puis, bon, il y a des choses auxquelles, bon, je vais peut-être pas les lire tout de suite ou pas les lire de cette manière-là. Et puis, bon, bah, où je range mon frein et puis tu vois? Je te rejoins tout à fait là-dessus. Et c'est vrai que moi, pareil, en fait, je pense qu'en plus, on est peut-être pareil là-dessus, mais extérieurement, même intérieurement d'ailleurs, j'essaye d'être vraiment tout le temps très optimiste, positive, et je le suis. C'est très rare que je sois de mauvaise humeur ou que voilà, je n'aille pas bien. Euh, donc, je vais vraiment dégager ça. Et puis, je pense que dans notre entreprise, on dégage ça aussi, quelque chose d'assez positif et lumineux. Enfin, j'espère, c'est le but. Donc, je me suis dit exactement comme toi, je me suis dit, ah ouais, mais non, parce que si je parle de mes doutes, de mes vulnérabilités, de mes faiblesses, ou des nôtres au sein de l'entreprise, ça va faire tâche et ça va un peu nous décrédibiliser, etc. Et en fait, ça a été l'effet inverse. J'ai écrit un article là, en début d'année sur la différence entre ce qui se passe vraiment au sein d'une entreprise, donc d'une jeune entreprise, et la vision que les gens en ont extérieurement. Extérieurement, nous, on est dans l'action, on fait des événements, on a toujours des nouveaux produits sur notre site, on lance des nouveaux produits, on a fait des box, enfin voilà, on fait plein de choses, on est présent à la télé, à la radio, etc. Donc extérieurement, les gens nous disent ah mais ça a l'air de trop bien marcher, sous-entendu genre c'est bon, tu gagnes ta vie, j'ai plus besoin de te soutenir, tout va bien. Et en fait, non. En fait, si on fait tout ça, c'est aussi parce que justement, on cherche à se faire connaître, comme je te disais, c'est la difficulté principale. Et du coup, j'ai fait un article là-dessus, sur ce décalage. Et donc, j'ai beaucoup de proches ou des personnes moins proches d'ailleurs qui m'ont écrit ou qui nous ont écrit en me disant ah, mais je savais pas, etc. Et donc, j'ai vraiment hésité avant de le publier, mais je regrette pas parce que je me dis, alors déjà, pour nos proches, bon, bah voilà, c'est cool aussi qu'ils soient au courant. Et puis, je me dis, pour des personnes qui entreprennent, parce que ça reste le but aussi chez Céline Provence, c'est de soutenir les femmes qui veulent entreprendre. Donc, pour des personnes qui veulent entreprendre, je pense que c'est important de le dire parce qu'à mon avis, aujourd'hui, on est un peu. On a plein de. Comme tu dis, on a plein de messages qui nous parviennent, plein de pubs dans tous les sens et plein de messages d'entreprises successful, entrepreneurs, entrepreneuses qui y arrivent. Enfin, voilà, je pense à des personnes qui ont lancé des marques de cosmétiques ou autres qui, voilà, tu dis waouh, c'est impressionnant. Et du coup, tu peux aussi un peu dévaloriser ton projet quand ça se passe pas bien. Donc moi, c'était un peu aussi pour rassurer les gens, montrer que les gens ne sont pas seuls au final. Ouais, il dépend de la réalité. Comme tu dis, toi, c'est un peu la génération Instagram aussi, où en fait, on montre que le beau côté. Tu vois, il y a forcément qu'un point de vue qui est montré. Alors, la plupart du temps, il y a évidemment plein de contre-exemples. Mais ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Je me dis aussi, tu vois, dans le podcast aussi, on parle beaucoup d'entrepreneuriat créatif. Et je me dis, je voudrais pas que on ait l'impression que c'est hyper rose. Genre, c'est bon, c'est easy. Pas de doute. Tu vois, après, je pense que toutes les personnes que j'ai reçues dans le podcast, j'ai pas posé la question comme ça, mais je suis quasiment convaincue que, tu vois, si je leur pose la question, si c'était à refaire, est-ce que tu referais? Je suis persuadée que 100% me diraient, bah oui, oui, je signe. Pour autant, ça veut pas dire que c'est facile, en fait. Et que, certes, tu es indépendant, tu peux faire ce que tu veux de ton temps, etc. Mais en fait, c'est une pression supplémentaire finalement parce que tu es seul maître à bord. Et si finalement, bah, tu n'as pas suffisamment vendu, quel que soit ce que tu vends pendant le mois, tu dis, bon, bah là, quand même, ça me met en difficulté, etc. Et que c'est une pression sur les épaules qu'il faut être capable d'accepter. Et je suis d'accord avec toi. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai que je pense que quand on entreprend, voilà, il y a plein d'aspects positifs. Mais il y a une difficulté, c'est que la frontière entre l'entreprise et toi, elle est très mince. Donc, en plus, bon, moi, je me mets un peu en avant sur les réseaux, par exemple en story sur Instagram ou autre. Et d'ailleurs, c'est notamment surtout le cas des personnes qui entreprennent dans la création, que ce soit voilà, des créatrices de contenu ou des personnes qui veulent monter leur entreprise de fabrication de vêtements ou autre, enfin voilà, qui créent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se mettre en avant. Et c'est compliqué parce que si ton entreprise ne marche pas très bien, que tu fais peu de ventes un mois, etc., c'est vraiment toi directement qui est remise en question. J'ai l'impression, et en tout cas, c'est un petit peu ce qui est véhiculé souvent. Alors que quand tu es dans une entreprise classique, bon, bah voilà, tu rentres chez toi, je dis pas que tu oublies tous tes problèmes du boulot, loin de là, mais tu peux faire la distinction. Si tu es dans une grande entreprise, je pense qu'on va pas te dire, ah, c'est à cause de Mélanie ou c'est à cause de Sarah que ça n'a pas marché. Bon, après, je nuance parce que dans les startups, je pense que tu prends vraiment aussi très à cœur. Moi, quand j'étais chez Mercury, donc une jeune entreprise avec peu d'employés, j'ai tellement investi parce que j'adorais ce que je faisais que si ça se passait pas bien, c'était un petit peu moi aussi qui me remettais moi-même en question. Mais bon, en tout cas, quand tu entreprends, je pense que c'est difficile. Et donc, un conseil, ça serait
ok, certes, c'est votre entreprise, certes, voilà, vous êtes mis en avant sur les réseaux, où il y a votre photo, mais c'est pas vous, en fait. Enfin, ça reste, voilà, une entreprise, et si ça marche pas, c'est peut-être parce qu'en effet, vous n'avez pas tout essayé, mais c'est aussi et surtout parce que c'est Et difficile. voilà, c'est la conjoncture de plein de choses, en fait. Ouais, c'est ça. Mais alors, quand tu dis mis en avant, moi, ce que j'entends surtout, parce que mis en avant, il peut y avoir un côté un peu égocentrique, etc. Tu vois, voilà. Oui, Mais oui, c'est oui. mis en avant, c'est surtout que tu incarnes finalement ta marque, ton entreprise. Et en fait, c'est ça qu'on aime. C'est suivre des personnes. Parce qu'en fait, tu t'attaches pas à une marque. Ou alors, il faut vraiment qu'elle elle a un budget de com de malade et qu'elle te fasse des campagnes de fou, genre Burger King, tu vois, qui doit avoir une super agence de com, C'est ça. de pub, etc. Et donc, qui à chaque fois trouve sortent des super campagnes. Mais des marques comme ça, finalement, que tu apprécies en tant que marque, il y en a quand même très peu. Je pense que tu peux les compter sur les doigts de tes deux mains, quoi, tu vois. Et sinon, il y en a d'autres où en fait, tu n'as juste pas d'affection particulière, tu vois, elles te sont. Enfin, ça t'est égal, quoi, finalement. Et donc, c'est ça qu'on apprécie aussi dans le fait main. C'est finalement, oui, on achète parce que, ou on suit, ou on recommande, ou tout ça. On ne peut Ouais, pas toujours tout acheter. Mais on apprécie l'activité de la personne parce que c'est elle, en fait. c'est ça. Et à la fois, comme tu dis, il ne faut pas non plus que toute la pression soit que sur une personne, tu vois, mais je trouve que c'est vraiment ça qui est super chouette finalement dans le fait d'incarner son entreprise ou son activité, hein, peu importe, mais parce que c'est vraiment la personne finalement qu'on apprécie suivre. Et Ouais, vraiment, on a du mal à faire ça dans une entreprise plus classique. Tu vois, moi, par exemple, dans mon bien entreprise, sûr. jamais tu nous verras sur les stories Instagram, tu vois, sur Facebook avec un selfie, parce que c'est pas du tout la manière de travailler en entreprise. Et que éventuellement, Bien si sûr. tu es voilà, dans une toute petite start-up, etc., et que tu aimes ça et que tu as envie de le faire, tu le fais comme ça. Mais sinon, dans une entreprise plus traditionnelle, enfin, d'ailleurs, tu le vois hein, sur les Ouais, comptes de marque sur Instagram, les personnes qui se mettent un peu en avant, enfin, les community managers qui vont, tu vois, bien faire leur boulot, etc., et en plus se mettre en avant pour représenter la marque, je pense qu'elles se comptent sur le doigt d'une main. Hein. ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est ça aussi qui différencie les entrepreneurs ou les jeunes entreprises, on va dire, des plus Mm. grandes. Mais j'avais pas mal échangé avec quelqu'un qui coach notamment des entrepreneurs sur tout ce qui est storytelling, un petit peu comment tu parles de ta marque. Et en fait, il m'expliquait que dans un premier temps, quand tu lances ton entreprise, tu te mets en avant toi en tant qu'entrepreneur parce que c'est ta plus-value en fait Mm. au début. Ton produit, il est soit jeune, soit pas encore existant, notamment si tu commences à parler de ton entreprise avant son lancement. Et puis après, c'est difficile. Enfin, par exemple, quand on parle des entreprises créatives, c'est difficile de se différencier. Il y en a beaucoup. Tu vois, dans une créatrice de mode, bon, bah, ok, tes produits sont jolis, mais voilà, quel est le petit plus? Et le petit plus, souvent, c'est l'entrepreneur. Mm. Mais c'est vrai qu'après, au bout d'un certain moment, à un certain stade de maturité de l'entreprise, je pense que l'entrepreneur, même si parfois la personne reste en avant, mais se met un petit peu en retrait au profit, on va dire, du on de l'entreprise, du Ouais, c'est clair. parce que voilà, il y a eu d'autres employés, etc. Donc, je pense que c'est un peu le chemin T'as raison, classique. ouais. Mais c'est vrai que je conseille souvent, du coup, soit aux créatrices avec lesquelles je travaille, soit là aux entrepreneurs que je suis chez Live Mentor, de ne pas hésiter, voilà, d'oser se mettre en avant, même si je sais que ce n'est pas un exercice facile pour tout le monde. Voilà, moi, ça ne me dérange pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, qui ont peur du jugement, et je le comprends tout Mm. à fait. C'est pas forcément dire parler devant une caméra, hein, mais ça peut vouloir être, voilà, peut-être mettre une photo de soi ou des choses comme ça, parce que ça crée du lien. Et je pense que aussi aujourd'hui, pour se différencier, il faut voilà, créer un lien humain avec son client et que c'est pas juste, voilà, je fais un vêtement super joli, achetez-le, mais je fais un vêtement super joli et en plus, j'ai mis tout mon cœur. Voilà, Donc, il a une histoire, j'ai mis une partie de moi, effectivement, en le créant, et ouais, ouais, t'as raison. Et bah, forcément, t'as raison aussi sur le côté, ça convient pas à tout le monde, c'est une certitude. Mais c'est oui, aussi en le faisant qu'on va commencer à l'apprécier. C'est un peu comme oui, les premières fois où tu vas courir, bon, des fois, tu te fais un peu violence. Et bien, en fait, après, au bout d'un certain temps, tu es contente, tu y prends même plaisir et tout ça. Alors, je parle de la course à pied, mais ça peut être n'importe quel sport ou activité voilà, qui peut paraître un peu rebutante au départ. C'est exactement pareil, tu vois, sur les face caméras sur Instagram. Bon, bah, je pense que les quelques premières fois, effectivement, tu t'es pouf, c'est horrible, je peux pas me voir, je peux pas m'entendre et tout ça. Et en fait, après, je pense qu'il faut passer au-delà de ça, de dire, OK, je publie.
de toute façon, les stories, c'est éphémère, c'est le principe. Oui. Ça n'a pas besoin d'être léché, d'être hyper travaillé, etc. Parce que c'est aussi le principe de la story. Et justement, limite, tu sais, des fois, quand tu vois des stories hyper travaillées et que tu vois que ça n'a pas été fait dans le format story, c'est-à-dire que tu vois que, je sais pas, typiquement les polices, ou qu'il y a une super image de fond, etc., que les polices ne sont pas celles des stories, limite, tu as l'impression que c'est une publicité. Oui, c'est ça, c'est moins spontané, voilà. C'est moins humain. Ouais, donc, en fait, voilà, dans les stories, ce qu'on aime aussi, c'est le côté un peu, c'est du one-shot. Des fois, moi, ça m'est arrivé aussi. On recommence 10 fois avant de publier. Mais voilà, c'est le spontané, c'est l'interactif, c'est éphémère. Et puis, voilà, c'est bon, quoi. Enfin, je pense qu'il faut aussi se détacher un peu de son image, etc. Et moi, je dis ça en tant que podcastrice, tu sais, la fille. Mais voilà, moi, c'est pareil, les premières fois, c'était difficile de m'entendre. Et puis après, je suis, c'est bon, c'est pas grave, de toute façon. Je suis d'accord avec toi. Et après, c'est vrai que là, j'ai rencontré une entrepreneuse qui voulait justement lancer sa marque, etc., qui m'a dit, ah, mais je suis obligée de me montrer. Je lui ai dit, non, en vrai, il y a des solutions. Mais ça peut être, comme tu dis, de parler, par exemple, sur des stories en montrant, je sais pas moi, en montrant un produit, on filme le produit et puis on parle en même temps. Ça peut être une première étape. Ça peut être, par exemple, si on a un atelier pour parler des entrepreneuses créatives, on prend des photos de ses tissus, de sa machine à coudre, même de son bazar, c'est pas grave, mais c'est de créer un petit peu aussi d'authenticité, je pense que c'est important. Donc voilà, ça peut être des premières étapes si on n'a pas envie de se montrer, ou après, pourquoi pas se montrer de dos, de profil, trouver des petites astuces. Mais c'est vrai que je trouve, moi en tout cas aussi à titre de cliente et consommatrice, je m'attache plus aux marques qui sont un peu sur l'aspect humain. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Oui, non, mais après, voilà, comme tu dis, tout le monde n'a pas besoin de ça. On achète encore à des marques impersonnelles, évidemment, quand tu vas à Carrefour. Bien sûr. Tu peux avoir créé un lien avec la personne qui a la caisse, mais moi, je suis quand même persuadée, on peut ne pas aimer ça, mais à mon avis, il faut quand même peut-être au départ se faire un petit peu violence, essayer. Ouais. Et puis, parce qu'après, il peut y avoir aussi un côté, quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec son image et qui veut pas. Alors, je passe outre le côté, je veux pas laisser mon image sur Internet. Tu vois, il peut y avoir ça. Mais en même temps, voilà, une fois qu'on a décidé d'avoir un compte Instagram et public et tout ça, bon, voilà. Et peut-être qu'il faut passer un peu outre ça, mais après, c'est à vous de gérer et de voir évidemment tout ça. Mais c'est certain pour moi qu'il faut arriver à se montrer. Parce qu'à un moment donné, en fait, si tu t'es jamais montré en 5 ans d'Instagram, par exemple, ou 2 ans, ou peu importe, le jour où tu vas commencer à le faire, en fait, la personne, elle s'est finalement imaginé quelqu'un. Tu vois, moi, il y a des personnes que j'ai reçues sur le podcast qui ne publient jamais de photos en fait d'elles, etc. Et le jour où tu les vois, nécessairement, tu t'es construit une image de cette personne, une représentation. Et puis en fait, après, il y a quelque chose comme d'assez étrange le jour où tu la vois pour de vrai. Oui. Je ne sais pas comment décrire ce sentiment, mais tu vois, tu peux. Enfin, je sais pas. Et c'est pas une question la personne est physiquement pas, j'en sais rien, à tes goûts, à ce que tu veux, tu vois. C'est au-delà de l'apparence physique, c'est simplement que ça crée finalement. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est étrange, c'est bizarre de dire ah oui, mais tu vois, au bout de tant de Je suis temps. d'accord avec toi. Et puis, c'est ça. Puis, ce qu'on disait, c'est qu'au final, quand tu lances ton entreprise, au début, même si ton produit est génial, c'est toi. Enfin, même si, comme on disait, c'est un peu contradictoire parce qu'on disait qu'il faut se détacher, il faut réussir à faire la part des choses et ne pas culpabiliser si ça se passe pas bien. Mais en tout cas, ça reste toi et ça reste toi, tout simplement, parce que quand on parle à tes proches au début, nous, nos premières clientes, évidemment, c'était notre famille, nos amis, etc. Donc, c'est toi, en fait. Et je pense que c'est important et qu'au final, ça peut même convaincre, que même à titre purement business, ça peut convaincre des gens de te suivre en mode elle a l'air motivée, elle a l'air sympa, ça a l'air chouette ce qu'elle fait et j'ai envie de la soutenir. Donc, ça peut pas porter préjudice et ça peut juste être positif derrière. C'est clair. Donc, je le recommande. Après, c'est pas simple, mais en tout cas, surtout que là, on parle aussi d'entreprises ou de créatrices dans le milieu du féminin, du textile, des bijoux. Donc, c'est aussi quelque chose de très visuel. Donc, par exemple, on a des créatrices qui sont leurs propres mannequins et je trouve ça chouette, en fait, voilà, c'est toi, c'est ton produit, tu portes, voilà, la boucle est bouclée. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Bon, donc faites-le, quoi. Non, évidemment, c'est pas un ordre et vous faites bien ce que vous voulez, mais
voilà, ça mérite réflexion. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, ça mérite réflexion. Et puis, promis, ça fait pas mal. Et quand on fait, au pire, vous supprimez. Hein, si vraiment, c'est vraiment trop inconfortable, vous supprimerez le contenu après. Mais on crée un lien. Voilà. Et ouais, je repensais à ce que je disais, tu sais, sur les marques qui n'avaient pas besoin de se montrer et pour lesquelles tu pouvais avoir une affection, une émotion particulière. Et je pensais aussi, par exemple, tu vois, à Kabaya, qui est une marque qu'on a beaucoup vue en publicité, Instagram, etc., enfin, il y en a plein comme ça, finalement, qui ne sont pas incarnées, mais comme elles ont un produit fort et puis qu'on a beaucoup vu aussi, voilà, tu crées quand même un lien, mais en même temps, si on les a beaucoup vus, c'est qu'il y a eu des gros budgets publicitaires avant. Donc, il n'y a pas de secret, quoi. Mais moi, ouais, tout à fait. Et un exemple que j'aime bien prendre, surtout maintenant que j'ai pas un enfant, mais c'est la marque Tajine Banane. Ouais, je sais pas si je connais. tu connais. Donc, c'est des vêtements d'allaitement. Et en fait, donc, ils ont leur compte Instagram Tajine Banane et il y a la fondatrice aussi qui s'appelle Alison. Son compte Instagram, c'est Cloudies, donc comme des nuages. Et en fait, je pense que son compte Instagram perso est presque plus suivi que le compte de Tajine Banane. Et aussi pour parler de Tajine Banane, en fait, elle parle beaucoup de son entreprise, forcément, c'est sa marque. Oui, bien sûr. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une marque vraiment maintenant qui est très connue. Ils ont fait un partenariat avec Petit Bateau. Ils ont une boutique à Bordeaux. Oui, à Bordeaux, c'est ça. Donc voilà, c'est pas une jeune entreprise qui se lance, c'est une marque qui a réussi. Mais je trouve ça chouette que la fondatrice soit se mettre en avant. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle parle au final presque plus des valeurs qu'elle essaye de faire passer et des messages que des produits en tant que tels. Et je pense que c'est ça aussi un peu l'avenir du marketing et l'avenir de ce qu'on achètera, c'est qu'on n'achètera plus forcément des vêtements parce qu'ils seront magnifiques, parce qu'ils seront à la mode ou autre, mais parce que derrière, il y aura un vrai message. Et voilà, elle parle par exemple beaucoup d'allaitement, d'oser allaiter en public, parce que c'est juste normal en fait. Et je trouve ça super intéressant. Et sans vouloir nous comparer ni quoi que ce soit, mais aujourd'hui, chez Céline Provence, on essaye vraiment de mettre en avant la mode éthique et l'entrepreneuriat féminin. Et je me dis, c'est chouette si des personnes arrivent sur notre site parce qu'elles ont envie d'entreprendre et qu'elles nous découvrent et que finalement, par hasard, elles achètent un bijou ou un vêtement sur notre site. Mais ça me fera presque plus plaisir que si c'est parce que c'est une personne qui a comparé avec plein d'autres vêtements et au final, c'est le vêtement qu'elle préfère. Bon, dans les deux cas, je suis contente de vendre, mais je veux dire, je trouve ça chouette d'avoir aussi un marketing plus humain et plus tourné vers des valeurs. Donc, c'est cool. Ouais, c'est exactement ça. Et quelque part, elle crée d'autres canaux d'acquisition, finalement, d'autres vecteurs pour parler de l'entreprise et parler et justement, comme tu dis, elle ne parle pas directement des produits, mais elle prône des valeurs, un engagement qui est porté donc par elle, par son entreprise. Et tout ça, ça crée une préférence de marque. Et le jour où, effectivement, tu te dis tiens, j'ai besoin de vêtements de grossesse, de vêtements d'allaitement, pardon, pas de grossesse. Effectivement, oui, je connais Tajine Banane et tu vois, moi, je pourrais recommander Tajine Banane alors que moi, ça fait longtemps que j'allais plus et que la marque n'existait pas quand j'allaitais. Mais pour autant, tu vois, je la connais, j'ai été sensible à leur univers, etc. Et je suis en capacité aujourd'hui de la recommander alors que je ne suis plus moi-même dans la cible. Donc là, c'est tout gagné, quoi. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et en plus, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence quand même. C'est un milieu, la mode éthique, la création textile. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent. C'est pas simple de se faire une place. Et au final, j'ai déjà des t-shirts en attendant Tajine Banane, mais je les ai pas tant achetés parce qu'ils étaient magnifiques et parce que je me suis dit, ils sont très techniques et je vais vraiment pouvoir super bien allaiter mon enfant comme ça. Mais parce que j'adhérais au message. Et je me dis, je pense que c'est aussi un vrai canal, comme tu disais, de différenciation. Alors, je pense qu'il ne faut vraiment pas faire ça juste pour se différencier, juste pour un point de vue business, parce que sinon, tu perds en crédibilité et en authenticité. Et ça s'appelle du greenwashing. Mais si c'est vraiment, voilà, exactement, du greenwashing ou d'autres washing, d'ailleurs, il y a des washing pour tout. Mais si jamais tu le fais parce que tu y crois vraiment et que c'est vraiment tes valeurs, que c'est bien fait, tant mieux. Enfin, du coup, ça peut te permettre de vendre plus derrière aussi, donc c'est tout gagné et ça reste humain. Exactement, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que la limite, faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à se mettre sur du greenwashing, sur du feminist washing, sur d'autres sujets.
faut faire attention en tant que client aussi à ne pas se laisser berner. Mais voilà, si on y croit, si la personne a l'air sincère, c'est Bon, chouette. exactement, ouais. Bon, c'est super intéressant tout ça. Est-ce que tu as des projets, enfin vous avez des projets particuliers dans les mois qui viennent après ce petit bébé ou pendant ou après? Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on essayait d'organiser régulièrement des pop-up stores, donc des boutiques éphémères Oui, dans différentes villes de France. Parce que bah, voilà, aussi dans la partie textile, c'est important de pouvoir les voir, les toucher, etc. Alors ça, on ne va pas en refaire tout de suite parce que là, du coup, je suis à 5 mois de grossesse, mais à 6, 7, 8, 9 mois, ça va être compliqué. Donc, on va faire une petite pause là-dessus. Mais sinon, on a pas mal d'idées. Donc, on aimerait bien retrouver nos créatrices, notamment pour une rencontre dans les prochains mois. On aimerait bien aussi, donc ça, toujours pour les créatrices, lancer un webinaire, donc des rencontres digitales, mais pour vraiment qu'elles puissent échanger, même si elles sont aux 4 coins de la France, donner des conseils, etc. Donc toujours dans cette dynamique d'entrepreneuriat féminin et de se soutenir. Et davantage pour les clientes, on aimerait bien mettre en place, d'ici cet été, des ateliers de notre projet Sirius. Donc, je n'en ai pas parlé, mais notre projet Sirius, c'est le projet qu'on a mis en place en fait, à notre lancement. C'est des ateliers pour reprendre confiance en soi ou accroître sa confiance en soi. Et donc, c'est pour des femmes, c'est des ateliers gratuits. Donc, on a déjà fait un atelier de broderie, un atelier sur l'entrepreneuriat. On a fait une rencontre à Marseille aussi, pour permettre à des femmes de créer du lien. Donc là, on aimerait bien refaire un atelier. Donc, on n'a pas encore la date, mais on l'annoncera sur notre compte Instagram. Donc voilà, en tout cas, créer du lien, se retrouver, je pense que c'est important, surtout après voilà, les années un peu plus confinées. Donc c'est là-dessus. Et puis après, sur notre site, on va accueillir des nouvelles marques. On va sûrement lancer aussi une prochaine box de mode éthique. Donc, c'est des box surprises qu'on aime bien lancer aussi avec différents produits. Donc, voilà, pas mal de ouais. choses. Et dans les box, alors comment tu gères? Parce que le principe normalement de la box, c'est que ce soit assez industrialisé, entre guillemets, et que tout le monde reçoive la même chose. Là, vu qu'on est plutôt sur des petites séries ou du modèle unique ou sur commande, comment tu gères cette box? Alors, c'est une bonne question. Alors, du coup, là, on a fait 2 éditions. On a fait une édition à Noël et une édition là en février-mars. À chaque fois avec des thèmes. Donc, c'était important pour nous d'avoir des thèmes un peu que les gens puissent se reconnaître dans une certaine personnalité. Et c'est vrai que du coup, nous, on a regroupé en fait les produits directement chez nous. Donc, on a regroupé que ce soit des accessoires, des bijoux, des cosmétiques. Alors, il n'y avait pas de vêtements dans les box parce qu'en effet, ça aurait été Oui, en plus, compliqué. c'est des questions de taille. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, donc, on a lancé ces box-là. On a demandé, par exemple, il y avait une créatrice de bijoux qui produit à la commande, donc on lui a demandé si elle pouvait nous en faire un peu d'avance en estimant les quantités. Donc, elle a pu le faire, donc c'était super chouette. Après, sur les cosmétiques, donc par exemple des crèmes ou des savons, etc., c'est vrai qu'en général, il y a un peu plus de quantité. On a aussi choisi des produits en fonction. D'accord. Mais voilà, donc on a tout regroupé. Et puis, c'est nous qui avons fait les box. C'était sympa aussi parce que c'était la première fois vraiment qu'on faisait nous-mêmes les packaging, l'envoi, etc. Donc c'était chouette. Et puis ça a bien plu. Donc, à refaire. Ouais, c'est chouette. Alors, comme tu dis, du coup, ce bébé va arriver en août, dans les alentours d'août, parce que j'imagine que tu sais que ça n'arrive pas Oui. forcément pile le jour J, mais en tout cas, ça veut dire qu'après, bon, tu vas avoir le temps de t'occuper de... Enfin, vous allez avoir le temps de vous occuper de ce petit bébé, Oui. et puis après, ça veut dire tranquillement se mettre à pied d'œuvre pour préparer Noël. Ouais, c'est ça, exactement. Vous le sentez bien par rapport à ce timing-là aussi? C'est ça. Alors, on a de la chance, petit aparté personnel, on a de la chance, on a déjà trouvé une place en crèche pour notre bébé, donc on est très, très contents. Et au final, c'est pareil, enfin, voilà, c'est bête à dire, mais je pense que ça va aussi nous cadrer, nous donner un rythme, parce que quand on travaille de la maison, d'un côté, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. D'un côté, nous, on est vraiment du genre à nous dire, tiens, on va partir en week-end, tiens, on va faire ci. Et ou à faire des choses en journée et à se retrouver à bosser tard le soir, à bosser le dimanche, parce qu'on a un emploi du temps au final qu'on décale. Alors, on le décale volontairement, mais bon, du coup, le travail nous rattrape. Je pense que d'avoir un enfant, alors certes, ça va être beaucoup d'organisation, je ne dis pas que ça va être plus simple, mais ça va nous donner un cadre, des horaires. Et donc, voilà, on n'est pas du tout stressé. On se dit au final, ça sera différent, mais ça va bien se passer. Et puis après, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ces dernières années. Je faisais des gros horaires. Et de plus en plus, j'essaye vraiment de prôner un entrepreneuriat plus sain, je pense, en termes d'heures de travail aussi, parce que c'est compliqué quand on entreprend. Donc voilà, je travaillerai sûrement moins, mais je pense qu'on peut faire moins et mieux aussi, donc il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça, effectivement, être aussi parfois un peu plus efficace. Parce que c'est le problème, en fait, du temps, c'est que quand t'en as, bah, t'en fais pas forcément toujours bon usage. Tu vois, on parle d'enfants. Moi, il y a quelques fois où j'avais pas mes filles parce qu'elles étaient en vacances chez mes parents, par exemple. Et je me suis rendu compte que
bah, du coup, tu te dis, oui, bon, bah, c'est pas grave, je ferai ça plus tard, ou etc. Et en fait, finalement, bah, typiquement, tu te mets sur Instagram pour 5 minutes, et puis en fait, tu relèves la tête une demi-heure plus tard, oups, C'est j'ai ça. rien fait, alors C'est que j'avais ça. plein de temps devant moi. Et à contrario, en fait, quand tu as des fenêtres de temps de travail finalement qui sont plus limitées, bah, tu es hyper focus et en fait, t'enchaînes et t'enchaînes et tu peux sans doute être plus efficace, quoi. Exactement. Et puis, je pense qu'il faut faire attention aussi parce que moi, c'était vraiment mon défaut et je sais que certaines personnes sont dans la même situation. Quand tu entreprends, tu n'as jamais fini. Bon, d'ailleurs, dans beaucoup de boulots, c'est la même Ouais, chose. ouais. Ta to-do list, elle va juste s'allonger, elle va jamais être finie, elle va jamais se réduire. Tu peux bosser H24, ouais. C'est ça. Et du coup, je culpabilisais beaucoup le soir en me disant, ah, mais je voulais faire 5 trucs et je les ai pas faits et du coup, je suis déçue de moi-même. Mm. Alors, soit on réduit ses attentes envers soi-même et du coup, on est plus satisfait et c'est cool. Soit on les réduit pas, mais juste on accepte le fait que ce sera pas fini et que c'est pas grave en fait, et qu'il faut pas voilà se rendre malade pour ça. Et je pense que l'entrepreneuriat, bon, c'est une phrase un peu toute faite, qui est souvent entendue, mais c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et du coup, voilà, il faut pas se dire je vais bosser jusque super tard ce soir, et je vais pas voir mes amis et je vais pas sortir. Non, il faut vraiment continuer d'avoir une vie saine et équilibrée, comme on le disait aussi au début, voilà, bah, voilà, je suis trop contente d'avoir un bébé bientôt et de me dire que je prendrai du temps pour lui ou pour elle et ça sera très chouette. Et je pense qu'il y a de la place aussi pour caler l'entreprise là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas, de ne pas culpabiliser, d'être fier de soi aussi, c'est important. Donc, c'est ce qu'on essaye de transmettre. Et puis, si bah, l'entreprise, elle met un an de plus à décoller, bah, c'est pas grave. Au final, la vie est courte, donc il faut aussi profiter voilà, de sa famille, de ses amis et de ses passions. Donc, c'est Ouais, important. c'est clair. Et puis, mine de rien, les enfants, ça met un certain cadre aussi dans la vie. Parce que, en fait, quand t'as pas de. Alors, je n'ai pas envie d'appeler les enfants les contraintes, De contraintes, mais oui. Non, ça mais oui, reste un peu ça. Quand tu as la contrainte, par exemple, de l'école, et ben, nécessairement, ben, à un moment donné, il faut oui, que tu partes. Il faut que. Ou la nounou, peu importe, tu vois. c'est Mais ça. il y a un moment donné, il y a une heure de fin. Et quand tu n'as pas d'heure de fin, bah, tu n'as pas d'heure de fin. Donc, potentiellement, voilà, moi, j'ai des personnes autour de moi qui. Bon, certaines ont aussi des enfants et partent très tard, mais parce qu'il n'y a pas justement, par exemple, tu vois, les enfants sont un peu plus grands, donc ils peuvent se gérer tout seuls, tu vois, pour rentrer de l'école, etc. Ou des personnes qui n'ont pas d'enfants, et du coup, bah, il y a pas de limite, en fait, le soir. Parce que, Oui, bah, du coup, tout à c'est fait. open bar, tu dis, et ben, c'est pas grave, je vais rentrer chez moi à 7 heures. Bah, en fait, moi, il y a souvent, le soir, je finis à 5h15, 5h30 et je vais chercher mes enfants. Oui, Voilà, et je me rends bien compte que les soirs où c'est pas moi qui vais les récupérer, eh ben, effectivement, je finis plus tard. Et donc, du coup, tout ça s'équilibre en fait. Mais c'est important quand même d'avoir bien sûr. voilà, une heure de fin un peu, quoi. Et c'est un peu aussi le problème du télétravail, c'est de cette souplesse-là aussi, c'est qu'à un moment Oui, c'est donné, ça. voilà, potentiellement, t'arrêtes jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, bon après, c'est un sujet différent aussi, mais comme nous, on accompagne surtout des femmes qui entreprennent, comme je te disais, certaines vont être mamans ou le sont déjà pour beaucoup. Voilà, c'est aussi, je pense, une question à gérer dans son couple, bah, si Mm. son conjoint ou pas est entrepreneur, mais voilà, de bien rééquilibrer, on va dire, les tâches à la maison et s'occuper des enfants, etc. C'est quand même encore quelque chose qui incombe beaucoup aux femmes, donc de faire attention à ça, à pas vouloir être à la fois voilà, entrepreneuse et tout faire à la maison et s'occuper tout le temps des enfants, il faut déléguer aussi. Enfin, c'est même pas une question de déléguer, c'est juste qu'il faut rééquilibrer dans son couple. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il faut en parler à deux C'est fois. ça, et que dans la mesure du possible, l'idéal est sans doute un équilibre et au moins que ce soit choisi. Voilà. Et on peut tout à fait faire le choix Ouais, de c'est ça. travailler moins aussi pour être avec ses enfants. Et voilà, moi j'aspire un peu à ça Exactement. en disant bah, si je pouvais lever un C'est peu le ça, tout à pied fait. pour être avec mes enfants, mais c'est un choix que je veux faire et c'est un choix aussi dont on doit discuter en couple. Et voilà, encore une fois, que ce soit un choix, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, je pense que c'est important de le mentionner parce que moi, bah, pendant mes études ou au début de ma carrière, je pense que comme beaucoup de personnes, je me disais, oui, je suis une femme ambitieuse, je veux accéder à des postes à Ouais. responsabilité, avoir un gros salaire rapidement, etc. Et puis, bah, les années passent et puis, en fait, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment le plus Mm, important? mm. Et en fait, non. Et c'est pour ça aussi que on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de bon timing pour avoir un enfant, mais en fait, c'est tout le temps un bon timing. C'est juste quand on a envie, ou de faire des passions, ou d'arrêter de travailler, même sans enfant, peu importe, de réduire son travail, de prendre plus de temps pour soi. Et voilà, je pense qu'on est aussi dans une période où les gens veulent voilà, prendre plus de temps pour eux, et c'est bien, je pense, de sortir un peu aussi de ce système.
voilà, toujours la course à la performance et à toujours plus de travail. Ouais. Donc, Plus de travail, plus d'argent, plus d'achats, plus de tout. C'est ça. Moins, c'est bien aussi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est super. C'est hyper intéressant tous ces échanges, Sarah. C'est vraiment chouette. Ouais. Pour terminer, je te propose quelques petites questions un peu plus personnelles, entre guillemets, du type, est-ce que tu es plutôt Beatles ou Rolling Stones? Et tu peux pas me dire aucun des deux. Je n'accepte pas une réponse comme ça. Non, les Beatles, c'est voilà, les premières bien. chansons que j'ai apprises en anglais, en primaire et je les aime toujours. Tu me fais super plaisir. Tu vois, c'est des questions évidemment qui n'ont rien à voir avec les loisirs créatifs et tout ça, mais ça me fait vachement plaisir de savoir ça. Bon, tant mieux. Moi, je suis très Beatles aussi. Je sais pas, est-ce que tu as Alors, on peut raccrocher avec les loisirs créatifs. Qu'est-ce que tu aimes faire de tes mains? C'est un peu paradoxal. J'ai passé 5 ans chez Makerist, mais je ne coupe pas. Alors, je commence à prendre des cours de couture. Mais voilà, je sais, ça fait toujours bizarre, comme je l'ai dit. Mais j'ai commencé là sur Aix-en-Provence avec une amie à prendre des cours. Donc, je vais continuer. J'aime faire de mes mains. Alors, c'est semi-créatif, on va dire, mais j'adore écrire. Mais j'aime bien écrire, je veux dire, à la main, tu vois, sur du papier avec un stylo. J'ai écrit beaucoup de nouvelles, des histoires, etc. Et puis, maintenant, j'écris des pensées, des choses qui me viennent. Et c'est quelque chose que j'essaie de vraiment beaucoup faire, ou écrire des cartes postales à mes proches, etc. Donc voilà, c'est semi-créatif, mais je vais être honnête, c'est ce que je préfère faire avec mes mains, on va dire. Ok, ça marche. Quel est ton repas préféré? Ou une gourmandise ou un truc que tu adores? Alors, j'ai vraiment des goûts d'enfant. Non, j'adore les pâtes. J'aime. Non, je mange de tout, mais oui, un bon plat de pâtes avec une super sauce, c'est toujours bien. Très bien. Qu'est-ce que tu emmènerais sur une île déserte? Pas facile. J'emmènerai de quoi écrire, du coup, ça c'est important. J'emmènerai mon chéri et notre enfant quand même pour pas les laisser tout seuls. Et ça serait déjà bien pour commencer. Ouais, ça marche. L'endroit où tu rêverais d'habiter? C'est une bonne question, pareil. Là, comme ça, en fait, on a déménagé récemment à Aix-en-Provence et je me sens super bien. Donc voilà, le soleil, le sud de la Provence. Désolée pour Berlin, mais après 5 ans à Berlin, c'est vrai que c'était plutôt une bonne décision. Donc non, c'est pas la même météo, c'est sûr. C'est pas la même météo. Non, je suis très bien à Aix. Donc là, comme ça, j'ai pas de rêve spécifique pour la suite. D'accord. Et alors, si tu aimes écrire, est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu as un auteur ou une autrice? Alors, j'aime bien lire, mais je lis pas assez. Mais par contre, là, depuis 1 an environ, je lis surtout des essais, que ce soit féministes ou engagés, et j'aime bien, j'apprends beaucoup de choses. Donc voilà, là, je lis un livre d'Ilana Weisman sur le postpartum. Donc, tu vois, je me prépare, je me prépare pour la suite. Mais non, je trouve ça super intéressant. Et par contre, j'aimerais bien prendre plus le temps de lire aussi des romans. Je le fais plus assez, malheureusement. Ouais, d'accord. Si, peut-être que pendant les derniers mois, les dernières semaines peut-être de ta grossesse, tu auras plus l'occasion. Exactement, c'est ça. Si tu as des romans à me conseiller, n'hésite pas. Mais non, là, j'ai déjà plusieurs livres en attente. Voilà, plutôt des essais ou des choses comme ça. Mais les romans me manquent un peu. Il faudrait que j'en trouve un bien pour la suite. Ouais, alors des auteurs français, il y en a plein des biens. Moi, j'adore Joël Dicker, Virginie Grimaldi, Baptiste Beaulieu. Ouais, il y en a plein. Ouais. Et puis après, moi, j'aime beaucoup lire en anglais aussi. Et là, c'est un peu plus, moi, je lis ce qu'on appelle de la chick lit. Donc, et qui est un peu moins chick lit que maintenant. Mais tu vois, la chick lit, c'était Bridget Jones. Ouais. Et voilà, et donc un peu Sophie Kinsella, Lindsay Kelk. Oui, tout à fait. Alors, on parlait musique avec ma première question où je te laissais pas le choix, Beatles ou Rolling Stones. Mais en vrai, quels sont tes musiciens favoris? Franchement, c'est classique, mais j'adore Indochine depuis que je suis petite. D'ailleurs, c'est pour une bonne raison, mais j'avais des places pour aller les voir en juillet à Lille. Donc ça ne va pas être possible parce qu'à 8 mois de grossesse, si tu veux, je vais éviter d'être dans une fosse. Et voilà. Mais sinon, je les adore. Je les ai vus 4 fois en concert et j'adore écouter leurs chansons. Je trouve que les textes sont super parlants. Donc voilà, Indochine. Ok, bon, c'est super, très bien. Moi, j'aime bien ces petites questions parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais ça permet potentiellement de se trouver des points communs et j'aime bien ça. Oui, c'est clair. Voilà, se trouver des petits points communs avec les gens. Bon, moi, je suis moins fan que toi d'Indochine, mais j'aime bien. Et puis, oui, je comprends. Mais j'aurais pas dit les pâtes. Tu vois, moi, j'aurais dit un truc sucré pour le
le plat préféré. J'avais aussi un gâteau au chocolat dans la tête, tu vois. Voilà. C'est vraiment le plat d'enfant du début à la fin, quoi. Mais bon, après, on choisit pas, hein. Oui, mais le chocolat, c'est une valeur sûre. C'est ça, exactement. Ça marche toujours. Bon. Ok. Est-ce que peut-être pour conclure, avant ma vraie question de conclusion, si tu avais 3 conseils à donner aux futurs entrepreneurs qui nous écoutent? Alors, le premier, ça serait de se lancer. Ça paraît tout simple, mais il y a beaucoup de personnes qui attendent longtemps avant de lancer leur entreprise en essayant de créer le produit ou le service parfait. Voilà. Je pense que ça n'existe pas, donc il faut se lancer, et aussi parce que c'est hyper important d'avoir des retours clients, et c'est ça qui fait grandir l'entreprise. Nous, tu vois, au début, on voulait se lancer dans la location de vêtements, finalement, on s'est lancé dans la vente de vêtements suite à des premiers échanges avec des clients. Donc voilà, ça, je pense que c'est important de se lancer. Je pense que c'est important aussi de demander de l'aide, surtout qu'on le disait, quand tu es entrepreneur, tu es souvent un peu seul. Heureusement, en France, il y a beaucoup de réseaux d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, très facilement aussi des conseils en ligne. Tu peux contacter beaucoup de personnes. Il ne faut pas hésiter à écrire à des gens sur LinkedIn, qui ont des profils aussi qui nous intéressent, ou sur Instagram, peu importe. Comme je disais aussi, il y a beaucoup de bienveillance. Donc voilà, les personnes, bon, parfois, elles ne vont pas te répondre ou te dire non. Mais très souvent, les personnes vont te dire oui, moi, ça m'arrive régulièrement d'être contactée et de parler avec la personne sans souci. Donc voilà, se lancer, demander de l'aide, et en troisième, je dirais oser, avoir de l'audace, et puis pas se mettre des barrières. Voilà, plutôt ça, ne pas se mettre des barrières. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, mais j'ai pas le budget. Nous, on s'est lancé, on n'a quasiment rien mis dans l'entreprise au début, mais ça s'est très bien passé. Ou alors, j'ai pas les compétences. Comme je disais, pareil, il y a beaucoup de formations, des personnes qui peuvent t'aider. Quand tu es entrepreneur, tu as un peu tu te dis, je dois savoir tout faire. Non, tu dois juste savoir trouver où sont les réponses et comment tu peux trouver des gens pour faire à ta place. Mais tu n'as pas besoin de toi savoir tout faire. Mais je suis carrément d'accord. Bon, c'est des super conseils. Et je te rejoins sur le côté, il faut oser demander aux gens, en fait, le risque le plus gros, c'est qu'ils ne répondent pas. Mais bon, tu passes à autre chose. Et puis, c'est ça. Mais bon, la plupart des gens, si c'est bien formulé et qu'on sent que c'est pas un copier-coller d'une demande qu'on a envoyée à 50 personnes et que la personne derrière a un vrai intérêt pour donc la personne à qui on demande des conseils, il y a quand même sans doute au moins 90% de chances que la personne réponde. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais, bon. Merci beaucoup, Sarah, pour ton temps, pour ces échanges hyper intéressants. Forcément, je te souhaite alors déjà une bonne grossesse. Merci. De beaux projets pour Célène Provence. Moi, je suis fan du fait d'avoir entrepris comme ça avec une amie très proche, et puis après avec ton mari qui prend le relais. Là, vous construisez votre foyer et tout. C'est une belle histoire. Et tu vois, on parlait de storytelling, de personal branding, tout ça. Ça va au-delà, en fait. Et je trouve que moi, j'adore connaître ce genre d'histoire, en fait. Je trouve que c'est tellement, inspirant, authentique, tout ce que tu veux, quoi. Vraiment, de connaître un petit peu les coulisses, un peu. Tu vois, on crée un lien, en fait. Là, évidemment, toutes les deux, on se racontons tout ça aujourd'hui, mais avec toutes les personnes qui ont écouté ton histoire, forcément, tu vois, voilà, il se crée un truc et j'adore. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas, c'était un super échange, et le format est super parce que c'était vraiment une conversation et c'était hyper agréable d'échanger avec toi. Donc, merci pour ça et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Très belle continuation pour ton podcast et tous tes projets. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt. À très vite. Me revoici. Pour retrouver Sarah, je vous invite à visiter le site célène-provence.fr et ainsi découvrir leur sélection autour de la mode éthique. Pour suivre les coulisses du podcast et mes réflexions autour de la création et l'entrepreneuriat créatif, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Mon compte est tout simplement Podcast Fait Main. Si mon travail autour du podcast vous plaît, vous pouvez me soutenir en parlant du podcast autour de vous ou sur Instagram, en laissant une note et un commentaire sur votre appli podcast ou en me soutenant sur Tipeee. Vous trouverez toutes les infos sur mon site podcastfaitmain.fr. Et n'oubliez pas que sur ce site, vous pouvez également laisser votre adresse email pour recevoir automatiquement un email à chaque publication d'épisode. À très vite et n'oubliez pas, prenez toujours du temps dans votre quotidien pour créer.